En manchette ce soir, d'importants dégâts à l'hôpital de Rouyn-Noranda après l'incendie. Des interruptions de service et d'importants travaux sont à prévoir. Québec fait marche arrière et débloque 540 millions de dollars en éducation. Et 50 ans après le passage d'Harmonium en région, quelle trace a laissé Serge Fiori? Ici Kémilia Laliberté, merci d'être avec nous. Les traces de l'incendie survenu dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital de Rouyn-Noranda sont encore bien visibles aujourd'hui et le processus de réfection risque d'être long au deuxième étage. Le reportage de William Maillé. Les images sont saisissantes. Murs noircis, plafond complètement brûlé et plusieurs équipements calcinés. C'est une très grande partie du deuxième étage accueillant les unités de maternité et de néonatologie qui a été la proie des flammes. Donc des pertes assez importantes là, au niveau du matériel qui était présent sur place. Là. Donc vraiment, c'est un coup dur. Là. Il y avait plein de personnes qui pleuraient ce matin quand ils voyaient l'état des lieux. C'est à cet étage que les accouchements avaient lieu et où les enfants étaient hospitalisés. Bien que la majorité des services de l'hôpital reviennent à la normale, il faudra encore attendre un bon moment pour que ce soit le cas pour les accouchements. Ça va prendre plusieurs semaines et tant qu'à moi, plusieurs mois, quand on sait, par exemple, seulement commander des équipements qu'il va falloir remplacer, avoir la main-d'œuvre et autres. Puis je peux vous dire qu'on va s'assurer que le tout soit fait le plus rapidement possible. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, assure que tout sera fait pour que la population retrouve les services offerts sur l'étage. Santé Québec met toutes les ressources financières et autres pour accompagner le CISAT et l'objectif, ça va être de revenir à voir le centre hospitalier de Rouyn-Noranda tel qu'il était avant l'incendie. Je peux confirmer qu'il y a des travaux plus importants qui sont à faire, effectivement, mais le deuxième étage aussi, c'est vaste, hein? Donc, ce n'est pas les mêmes travaux qui sont requis là, pour l'ensemble de l'étage. La FIC-CISAT est bien consciente que les travaux nécessaires pour rebâtir complètement les deux départements touchés seront majeurs. Je sais qu'en ce moment, il y a des corridors de services qui sont faits vers l'hôpital d'Amos, l'hôpital de Val-d'Or, mais vraiment, c'est un département qui avait été rebâti quasiment à neuf il y a moins de 5 ans et qui sera complètement à reconstruire. Le comité de soutien à la pédiatrie d'Abitibi-Témiscamingue a indiqué sur ses réseaux sociaux vouloir apporter leur support à l'équipe du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et également aux familles impactées par la fermeture du département. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et le gouvernement Legault plie sous la pression populaire et a annoncé aujourd'hui un réinvestissement de 540 millions de dollars dans le réseau de l'éducation. Alexandre, bon, évidemment, ça l'a pris plusieurs par surprise. Vous avez parlé au syndicat des enseignements de la région il y a quelques minutes. Donc, comment ces millions de dollars sont accueillis? Bien, il y a certainement beaucoup d'étonnement par ce revirement de situation, parce qu'après avoir annoncé, il y a quelques mois, un manque à gagner de près de 500 millions de dollars en éducation, bien voilà que le gouvernement injecte à peu près le même montant. Des sommes qui, selon le ministre de l'Éducation Drainville, serviront uniquement à porter aux services directs aux élèves, par exemple des orthopédagogues ou des psychothérapeutes. Mais pour y avoir le droit, Kémilia, chaque centre de service scolaire devra démontrer qu'il a fait des efforts pour diminuer ses dépenses administratives. En gros, le gouvernement veut s'assurer de couper dans le gras administratif du système de l'éducation. Et d'après la présidente régionale du syndicat des enseignants, Cindy Lefebvre, il n'y a pas beaucoup de gras à enlever parce que les employés du réseau font déjà beaucoup avec peu. Reste que c'est une annonce qui est, somme toute, bien accueillie par le syndicat. C'est certain que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où en éducation, les besoins sont tellement grands que chaque dollar compte. Donc, ces sommes-là, on les accueille, là, ça c'est certain. Le budget en éducation, il était déjà nettement insuffisant. Là. On demande au réseau de couper, mais il n'y en a plus de gras à couper. Là. Le gouvernement caquiste s'est ravisé puis a décidé de réajuster le tir. Donc, je vous dirais que pour nous, c'est un peu un sentiment de victoire incomplète. Donc, Alexandre, on vient de l'entendre, un peu d'air pour les employés des écoles. Mais qu'est-ce que la présidente du syndicat entend par victoire incomplète? Bien, une victoire, car depuis l'annonce comme quoi le réseau devait trouver un moyen de couper lui-même un demi-milliard de dollars,
Les syndicats, les parents, les regroupements sont tous sortis dans la rue, et ça même en plein été, pour dénoncer l'attitude de la CAQ à leur égard. Donc, victoire, et là, revirement de situation, la CAQ revient sur sa décision, mais aussi incomplète, car l'annonce d'aujourd'hui ne permettrait pas vraiment d'ajouter des services aux élèves, plus que réintégrer ceux qu'on avait planifié de couper. Encore une fois, Cindy Lefebvre. C'était des coupes qui se dessinaient pour la rentrée. Donc là, ce qu'on va faire avec ces nouvelles sommes-là, c'est que fort probablement qu'on va rétro-pédaler pour remettre en place en bonne partie ce qu'il y avait avant, mais il n'y aura pas une augmentation des services, c'est pas vrai. Il faut arrêter de jouer au yo-yo avec le système, là, puis regarder ailleurs, puis prendre des décisions politiques, faire des choix politiques différents pour permettre au centre de services scolaires d'offrir le meilleur là, pour nos enfants puis nos élèves, là. Finalement, maintenant, la balle est dans le camp des centres de services scolaires qui, en plein été, devront revoir leur plan pour la rentrée et pédaler très fort pour réorganiser leur opération rentrée scolaire qui est déjà dans un peu plus d'un mois. Oui, déjà. On va suivre le dossier d'ici là. Merci, Alexandre. Je vous en prie. Un vent de renouveau s'annonce à la maison Émile-Aurélie de Rouyn-Noranda. Il y aura des travaux d'agrandissement pour mieux soutenir les parents d'enfants en situation de handicap. Olivier Morin a préparé ce qui suit. Des boîtes contenant des archives serrées là où il y a de la place ou encore un bureau aménagé dans la salle à manger des employés. Il ne s'agit que de quelques exemples de réalités à lesquelles sont confrontés au quotidien les membres du personnel ainsi que les usagers de la maison Émile-Aurélie. L'employé qui utilise comme bureau la salle de conférence parce qu'on n'a plus d'espace à offrir, mais on a quand même besoin d'employés supplémentaires. Donc, c'est un compromis qu'on a fait, qu'elle a accepté aussi comme situation. Un manque d'espace si criant que le bâtiment actuel n'a même pas de buanderie alors que les machines à laver ainsi que les sécheuses se trouvent tout juste à côté de chambres. Et avec le bruit qu'émettent ces machines, difficile pour les usagers séjournant dans les chambres voisines d'y trouver une tranquillité, comme nous l'explique cette préposée aux bénéficiaires. Les résidents qui sont dans le passage de la laveuse et de la sécheuse entendent le bruit à longueur de journée, et parfois, évidemment, ça doit être un peu irritant pour eux. Une situation qui affecte également les membres du personnel. Ça se trouve être dans le cœur de la maison, dans le centre de la maison, donc le bruit incommode, oui, nos utilisateurs, mais les membres du personnel, c'est énormément bruyant. Pour le personnel qui s'occupe des bénéficiaires, le manque d'espace demande une coordination quotidienne pour être en mesure d'offrir les services de façon adéquate. Il faut être super stratégique. Lorsqu'on déplace, exemple, nos leviers dans les chambres, dans les petits espaces, on a un sens qu'on les déplace. Les chaises roulantes, exemple, doivent être placées à un endroit aussi stratégique pour pouvoir faire nos mouvements. Et le projet d'agrandissement lancé par la maison Émile-Aurélie permettra notamment d'offrir des bureaux plus convenables, d'agrandir la cuisine ou encore l'aménagement d'une buanderie. On va avoir un bureau pour chaque personne et on va aussi pouvoir accueillir des stagiaires parce qu'effectivement, on a des demandes très, très régulièrement. Le projet d'agrandissement, une fois finalisé, permettra l'embauche d'environ une quinzaine de personnes supplémentaires. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La saison de pêche est déjà bien amorcée dans la région. Entre passion et réglementation, voici ce que les pêcheurs devraient savoir sur la pêche aux appâts vivants. Permis ou pas permis? Bien qu'acquis pour plusieurs pêcheurs, la réglementation de la pêche sportive aux appâts vivants comporte certaines zones d'ombre. Pour l'instant, ce qui est autorisé dans la réglementation au Québec, c'est de pêcher avec des vers de terre, des sangsues, des insectes et des grenouilles. Donc c'est ce qui ne répond pas à l'appellation de poisson selon la réglementation, qui comprend donc les poissons et les crustacés, les mollusques. Donc ça, on n'a pas le droit. On a le droit aux 4 autres. Selon le directeur général de l'organisme bassin versant du Témiscamingue, Yves Grafteau, l'ombrage apparaît lorsqu'on parle de ménés vivants ou morts. Bien que formellement interdit pour la pêche sportive au Québec depuis le 1er avril 2017, ce n'est pas le même son de cloche dans une province comme l'Ontario, une différence qui apporte son lot de défis dans la gestion des lacs limitrophes aux deux provinces. Une des contaminations qu'on soupçonne d'être arrivée par les appâts, c'est le fameux câble de serre épineux qu'on retrouve dans le lac Témiscamingue depuis 2019. Et on continue en Ontario de pouvoir pêcher
avec des appâts, des poissons appâts. Donc c'est le même lac de réglementation. Donc on le sait, dans ce plan d'eau-là, on n'a pas une efficacité 100% de la réglementation québécoise parce que l'Ontario permet encore d'utiliser des appâts. 500 $, c'est l'amende décernée aux pêcheurs pour avoir possédé ou utilisé des poissons appâts morts ou vivants. 300 $, c'est le montant supplémentaire donné aux pêcheurs si des poissons ont été capturés en utilisant des poissons appâts. Dans le cas où la possession ou l'utilisation sont liées à des poissons appâts vivants, une amende supérieure peut être imposée. Mais pourquoi légiférer? Donc on parle principalement de risques biologiques, donc d'introduire premièrement des espèces qui peuvent être compétitrices. Historiquement, on a souvent utilisé par exemple les barbottes comme appâts vivants, puis on se retrouve avec beaucoup plus de lacs qui contiennent la barbotte qu'historiquement. Il y a d'autres risques aussi, plus d'ordre sanitaire. On peut amener des virus pathogènes et on peut emmener aussi d'autres espèces accompagnatrices. Contacté à ce sujet, le ministère de l'Environnement nous informe par écrit que dans l'ensemble des dossiers fauniques, le Québec travaille activement à harmoniser sa réglementation avec celle des provinces ou États limitrophes. Or, pour différentes raisons, l'harmonisation n'est pas toujours possible. Selon Yves Grafteau, il est difficile et dispendieux de réhabiliter un lac après sa contamination. Il y a un petit lac proche de Val-d'Or qui est fort fréquenté à l'ouverture de la pêche, qui est connu pour ses truites, et dans lequel on a été obligé d'utiliser de la roténone. Donc la roténone, c'est un produit naturel issu du Brésil, mais qui a la particularité de tuer tout ce qui a des branchies. On a remis le lac à zéro parce qu'il avait été contaminé. Mais si on parle de virus, si on parle de plantes, ça ne réagit pas à la roténone. Fait que là, on serait obligé de passer à l'eau de Javel, ce qu'on ne fait pas au Québec. Ceci étant dit, comment prévenir la contamination des plans d'eau de la région sans réduire le plaisir des pêcheurs? Il y a des alternatives aux appâts, ce qu'on appelle les leurres, ce qui est peut-être moins efficace. Le poisson est moins mort dans un morceau de plastique artificiel que dans un bon petit appât vivant. C'est moins efficace, mais aujourd'hui, on a ces alternatives-là. Puis si on veut continuer à pêcher dans des environnements de qualité, on n'a pas le choix. Si on veut protéger nos plans d'eau, il ne faut pas oublier de nettoyer notre matériel de pêche. Ça inclut donc canne à pêche, puise, bateau, remorque, vivier. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous été à la pêche depuis le début de la saison? » Vous avez répondu non à 78 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Au retour dans la chronique culturelle, Copper Crib vous parle de son lancement ainsi que du Block Party de ce vendredi. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région. Grâce à un partenariat avec Meubles Marchands, les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchés en 2024 se chiffrent à près de 550 000 $. Venez découvrir et savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Hier, la province rendait un dernier hommage à Serge Fiori, figure emblématique de la musique québécoise lors de ses funérailles nationales. On vous ramène 50 ans en arrière, à Rouyn-Noranda, où un groupe nommé Harmonium montait pour la toute première fois sur scène en Abitibi-Témiscamingue. Un reportage d'Élise Tessier. Avant que tout le monde connaisse les paroles des grands succès d'Harmonium, Serge Fiori et son groupe s'arrêtaient à Rouyn-Noranda le 10 mai 1975. À l'époque, on avait décidé, on n'était pas certain encore, on avait le choix entre Beau Dommage et Harmonium. Finalement, on a opté pour Harmonium. Puis un des membres des productions Pestac, Robert Drolet, s'est pointé à Montréal, dans le quartier Outremont, négocier avec le gérant de l'époque, qui était Yves Ladouceur. Puis Robert a réussi à persuader Yves Ladouceur qu'on obtienne le spectacle d'Harmonium à Rouyn-Noranda, dont c'était le lancement du disque, la 5e saison. On a été les premiers à recevoir le disque. Puis on l'a fait jouer à Radio-Nord. C'est quoi ta tune qui me revient dans les oreilles tout le temps?
Harmonium a marqué une époque. Il laisse un grand héritage quand même dans la culture québécoise. Au niveau musical, c'est vraiment là. Quand on pense que l'album La 5e saison est répertorié dans le Rolling Stone Magazine dans les 50 meilleurs albums, je pense que c'est déjà, ça dénote un peu d'importance. Ce soir-là, près de 4000 personnes se sont rassemblées au Forum de Rouyn, aujourd'hui devenu l'Aréna Jacques Lapérière. Puis, vous avez dit que vous attendiez environ une centaine de personnes au final. Quelques centaines, peut-être autour de 1000, mais pas 4000. Fait qu'on était obligé de fermer des guichets tôt parce qu'on était débordés. On n'avait pas de sécurité vraiment. On avait engagé une police, on avait payé pour 2 heures. Puis moi, je m'occupais de la sécurité à la porte arrière. On était seulement 4 en avant. Puis c'était... Finalement, on s'en est bien tiré. Fait que ça, cette affiche-là a été placardée dans toute la région. 2 tournées pour placarder en région, Amos, Val-d'Or, Lassar. Fait que vous promeniez, vous installiez Oui, 2 tournées pour installer des affiches. Près de 50 ans plus tard, ce moment reste gravé dans la mémoire d'André. Voir la foule avec les briquets allumés, là, c'était... voir les gens heureux, là, et festoyer. Et aussi, on avait la responsabilité de s'occuper de gérer le spectacle quand même. Mais c'était inoubliable. Un moment, pour moi, historique dans ma vie, en tout cas. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Roxane, ce vendredi, ce sera une journée spéciale pour la troupe de danse Copper Crib à Rouyn-Noranda. Exactement. Ce vendredi, dans le cadre de la vente-trottoir dans le quartier-centre, la troupe de danse Copper Crib va nous faire un spectacle directement dans la rue à compter de 15h jusqu'à 16h devant leur local, là, près d'où est-ce que je suis présentement, devant la rue Perrault-Est. Et par la suite, dès 16h, on va avoir droit de visiter leur tout nouveau local. En fait, on a une soirée qui est ouverte à tous. On vous propose la visite libre du studio également. On vous propose la rencontre de l'équipe et la découverte de leur mission en écoutant DJ Sonny Wee et DJ Vicky. Également, il va y avoir sur place la vente de vêtements de la marque Utopique. C'est vraiment une soirée qui est parfaite pour célébrer l'art tout en communauté. Et c'est ce que nous disent les 2 filles de la troupe de danse, Caroline Lafortune-Hatfield et Ariane Lavoie. Dans le fond, on va parler de qui on est, c'est quoi nos services. Ça va être vraiment là, à la bonne franquette. Les gens vont se promener en formule déambulatoire dans le studio. Les DJ font de la musique, on peut danser. Il va aussi avoir DJ Sonny Wee et Vicky. On va avoir du petit mou de pomme là, pour célébrer. Puis on va partager avec la communauté nos services. On va en parler aussi en anglais. Donc, les familles bilingues de l'Abitibi-Témiscamingue, on peut... faire le speech en anglais aussi pour faire sûr que tout le monde est inclus dans ça. Alors, ça va être vraiment super chill. On a aussi un permis de réunion. Alors, vous pouvez emmener votre consommation et fêter avec nous. Et la fête de quartier Block Party continue ici dans les locaux. La buvette au pied... Pardonnez-moi. Oui. Vous pouvez y aller, Roxane. Bien, la buvette au pied de cochon est de retour au mois d'août à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. C'est pour ça que je suis trop excitée. Ça va être trop le fun, Kévilia. C'est pour ça que je t'interromps. Les vendredis 8, 15, 22 août et 5 septembre, vous allez pouvoir profiter de soirées festives, de découvertes, de musique et de dégustation surprise. C'est des DJ d'ici et d'ailleurs qui vont être là pour vous faire danser, entre autres Luciole, Mamilou et Petit Papillon. L'événement est gratuit, pas besoin de réserver. C'est juste du fun en masse. Le Tour de l'Abitibi-Glencourt se poursuit aujourd'hui. Les cyclistes se préparent pour une nouvelle étape et l'un de nos journalistes sera sur place pour vous donner tous les détails dans quelques instants. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Tour de l'Abitibi-Glencourt se poursuit toujours ce soir. On va rejoindre notre journaliste Zachary qui est sur le terrain du côté de Val-d'Or. Zachary, l'étape numéro 2 se déroule présentement. Les cyclistes sont sur quelle route ce soir?
On est sur la route 117 là, pour les coureurs, qui est le départ, qui est une course de 118,3 km entre Pressac et Val-d'Or. On a une belle température aussi aujourd'hui, donc ça risque pour les cyclistes de rouler. Ça peut glisser également aujourd'hui. Donc, un peu comme hier, lorsqu'ils arriveront à Val-d'Or, ils devront effectuer un circuit de 4 tours au lieu de 3, comparativement à hier, qui est un total de 5,2 km à leur arrivée. L'équipe de France qui, elle, va être encore une fois à surveiller ce soir. Alors, elle risque d'être très agressive sur les routes. Et j'en ai parlé avec le vainqueur et porteur du maillot de meneur et sprinter, Alexis Bouteloup, pour en parler. Voici ce qu'il avait à dire. Ah bah oui, je pense que ce serait vous mentir de dire que non. Mais là, c'est juste dingue de le faire. Bah ça, on est prêt collectivement. On voulait gagner la première étape, donc on avait aussi essayé d'anticiper, on va dire, les prochaines étapes. Donc là, ça va être récupération au maximum. Et puis collectivement, on va essayer d'être très très fort. Et comment s'est déroulée la première étape hier soir? Dans l'ensemble, Kémélia, ça s'est bien passé. On a eu une course avec plein de rebondissements, plein d'attaques au courant des 2h39 que les athlètes ont parcouru hier. Ça avait roulé quand même assez vite avec une vitesse moyenne plutôt de 47 km à l'heure. Et ça s'est joué jusque dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, alors qu'Alexis Bouteloup a pris la victoire hier, tout juste devant son compatriote Gabriel Tilly, le Québécois, qui a fini deuxième. Et la France, qui a eu un autre membre de son équipe qui a rejoint le podium, alors que Simon de France, qui a terminé troisième. Je me suis entretenu également, encore une fois, avec Alexis, qui m'a parlé que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais plus une victoire d'équipe plutôt. Oui, on écoute. On avait une très très bonne équipe, donc l'équipe de France. On a pu contrôler la course à notre souhait. On a quand même essayé d'aller dans les coups, de toujours être positionné à l'avant pour toujours avoir un coup d'avance. Dans le dernier tour, on a vu que ça allait arriver au sprint. Je savais qu'au sprint, j'ai une très très bonne pointe de vitesse. Donc c'est pour ça qu'on a tout donné pour moi dans le dernier tour. Et donc je suis heureux de leur apporter la victoire. Également, on va devoir garder à l'œil le jeune Justin Delille, qui, lui, qui fait partie plutôt de l'équipe Chabot-Abitibi-Témiscamingue, qui a terminé à la 6e position hier. On va avoir plus de détails pour vous demain soir, ce soir et demain. Oui, comme vous le disiez, là, ça risque d'être un bon défi pour les cyclistes avec la pluie de ce soir. Il y a l'air d'en avoir pas mal par chez vous. Merci beaucoup, Zachary, de suivre la compétition pour nous. Oui, je suis très bien. Allez vous mettre à l'abri. Oui, je suis très mouillé. Absolument. Bonne soirée. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Roxane, on le disait, là, la pluie est encore parmi nous, mais on va finir par revoir le soleil. Ah oui, Kémélia, ce soir, il va falloir s'abri partout en région parce qu'il y a des risques de 10 mm. Je vais reprendre. En Abitibi, c'est 10 minimum et au Témiscamingue, c'est un minimum de 12. Pour demain, c'est de la pluie forte pour l'Abitibi à la hauteur de 30 à 40 mm, un maximum de 13. Au Témiscamingue, encore une fois, des averses qui vont être fortes. Risque d'orage également à hauteur de 40 à 50 mm, maximum de 14. Et là, enfin, un aperçu pour vendredi. Quelques percées de soleil vont être là partout en région avec un maximum de 23. Soyez patients, là, le soleil va être des nôtres vendredi. On s'accroche là-dessus. Merci, Roxane. Donc, c'est ce qui met fin au bulletin de nouvelles pour ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 12h13. Bonne soirée.